dis toujours la même chose. Je sais rien, ça remonte à loin, alors je peux me tromper, mais enfin, en gros, moi, je m'intéressais au jazz, je pianotais un peu, enfin, j'ai commencé à jouer du piano tout seul, je suis autodidacte, moi, et vers 17 ans, par là. Et puis j'ai fait la guerre d'Algérie après, enfin, j'étais appelé. Et là, j'étais très révolté, et quand je suis rentré d'Algérie, je voulais rien faire, quoi. Je voulais pas être fonctionnaire, je voulais pas... Et alors, je me suis mis à faire de la musique. J'ai décidé de gagner ma vie en faisant de la musique. C'est pour cette raison, c'est pas par amour de la musique, enfin que j'aime bien la musique, mais... Alors je dis aux gens, à titre de provocation, c'est qu'à imaginer Nique ta mère, quoi, l'orchestre, c'est un état d'esprit de révolte qui fait que... Alors moi, je me suis mis à jouer là, mais j'étais vraiment un débutant, quoi, au début. Et puis je suis arrivé à une période, après la guerre d'Algérie, là, où il y a eu justement les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, avec les mecs qui venaient. Je me suis retrouvé en accord avec... C'est comme ça que je suis devenu dans ce milieu, quoi. Et pourquoi ils venaient? Ils étaient en exil, une sorte d'exil politique? Non, non, pas du tout. Ils venaient jouer à Paris. Non, ils n'étaient pas en exil. C'est les musiciens de jazz de New York, quoi, qui jouaient cette musique de révolte aussi. Il y avait tout... C'était le courant international à la fin des années 60. Tout le monde croyait qu'il y allait avoir la révolution mondiale. Il y avait les Tupamaros en Uruguay. Il y avait, je sais pas quoi, il y avait la guerre du Vietnam. Il y avait plein de trucs qui faisaient, puis la révolution culturelle en Chine, tout ça. Il y avait les mouvements de libération nationale en Afrique, il y avait plein de trucs. Et Cuba aussi, enfin, tout ça. Et donc, il y avait, on croyait, enfin, il y a eu des gens, quoi. Moi, je me suis retrouvé dans ce courant-là, quoi, comme ça. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu... D'ailleurs, c'est pour ça que je suis connu, en fait. Ça m'a coûté cher pendant longtemps, parce que les gens pensaient que j'étais un dangereux, je sais pas quoi, gauchiste ou tout. Ils ne voulaient pas m'engager dans les... J'étais... Après, quand il y a eu la retombée, là, surtout après 81, là, après... Et alors, voilà, comment j'ai commencé à faire de la musique. Mais en m'appuyant, comme tu disais, sur... ce que tu trouves, toute l'histoire du jazz que je connaissais bien. J'étais un grand amateur de jazz, même Nouvelle-Orléans. Quand j'étais jeune, je n'aimais que le Nouvelle-Orléans. Alors je connaissais très bien le jazz jusqu'aux années 30. Après, pour moi, ça ne m'intéressait plus. Et puis j'ai découvert après Charlie Parker, ça, et là j'ai fait un... C'est là que j'ai eu envie de jouer, quoi. Je me suis retrouvé simplement dans des courants comme ça, et avec des idées communes avec des gens, et tu vois, enfin, tu vois, dans le milieu de jazz, il y avait quelques mecs très engagés comme Max Roach par exemple, ou un peu Archie Shepp aussi. Et puis il y avait, moi j'ai beaucoup joué avec un mec qui était plus ou moins au Panthère Noire, qui s'appelait Clifford Thornton, trompettiste. On a fait un disque qui s'appelle The Panther and the Lash aussi. Et moi j'étais très proche des Panthères Noirs aussi. Comme ça, je m'étais retrouvé dans un comité de soutien aux Panthères Noirs. Et j'ai d'ailleurs fait comment dirais-je, il y a vraiment 4 disques que j'ai fait autour des Panthères Noirs, quoi. Il y a l'histoire de Black Panther Party avec Colette Mani, qui est chanteuse, j'étais très proche de Colette Mani. Je sais pas si tu connais ce truc-là. Ouais. J'avais fait mon premier disque qui s'appelait Intercommunal Music. Je sais pas si tu connais ça. Oui, c'est là. Avec Sonny Murray, tout ça. Et il y a un morceau qui était sur les Panthères Noirs, enfin sur Aretha Huggins, qui était une militante de parti. Je m'étais politisé en Algérie, quoi. En Algérie, j'avais acheté le manifeste du Parti communiste et j'avais mis ça, tu vois, parce que je connaissais rien, j'étais complètement pas du tout politisé. Et bon, ben, je me suis intéressé un peu au truc, et puis les mecs, ils étaient plutôt attirés par la Chine, tu vois, alors on discutait, quoi. Il y avait la fameuse lettre en 25 points. 25 points, tout ça, ça m'intéressait, quoi. Et puis je me suis retrouvé un peu dans cette mouvance-là, quoi, après, quoi. Voilà. Mais je n'ai jamais accepté, enfin, j'ai été proche du PCRML, après. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Et alors, parce que je me suis retrouvé là, parce que j'étais d'accord avec ce qu'il faisait, et que j'étais d'accord avec
ça m'intéressait. J'étais d'accord avec ça. Et donc je m'étais retrouvé. Mais j'étais pas militant du PCR, j'ai pas voulu. Moi je voulais pas. Mais j'étais claviste dans leur journal. Puis je jouais la musique pour les meetings, les trucs. Enfin, puis voilà quoi. J'étais militant quand même, mais je voulais pas. Parce que moi je trouvais que c'est pas ma place d'être de diriger un truc ou je me sentais pas. Comment dirais-je? Je me sentais pas une vocation de militants, tu vois, de professionnels, tu vois, ce qui était un peu le cas à l'époque, tu vois, tous les mecs, ils faisaient que ça, les étudiants, ils étaient militants professionnels, tu vois. Puis en fait, ils connaissaient pas grand-chose, la plupart. Et moi, je connaissais pas assez de choses. Enfin, tu vois, je suis pas un intellectuel, quoi, j'étais pas... Puis je voulais pas diriger la classe ouvrière, moi, tu vois, mais par contre, j'étais d'accord pour soutenir ce qu'ils faisaient, quoi. J'ai vu des trucs incroyables, hein. Le PCR, ils avaient réussi à faire des choses. Alors, attends, parce que tu fais un raccourci là entre le moment à il parle de l'UEC. l'UEC. Ben oui, l'UEC, je suis passé... L'UEC, je suis resté une année. Entre l'UEC et même la fondation du PCRML, il y a eu mai 68 quand même. Ouais, mais moi, c'est pas la fondation que j'ai été après mai 68 que je l'ai trouvé. Avant, j'ai été aussi un peu... Je militais en 68, j'étais à l'UICML. Enfin, j'y étais pas, d'ailleurs, pareil, mais j'allais tous les matins à pied. Je me rappelle à Levallois, ou Isidre Citroën, j'ai vécu ça pendant un mois, là. J'habitais ici. Et j'ai milité avec eux, quoi. Mais j'étais pas... Puis quand ça s'est arrêté, moi, je me suis arrêté aussi. J'en connaissais plein des groupes ML, là. Il y avait le Parti communiste, marxiste-léniniste breton, si tu connais pas ça. En fait, j'ai appris après coup, là, parce que je connaissais qui ils étaient. Ils sortaient un journal que je lisais, c'était pas intéressant, tu vois, à Rennes. Et puis en fait, ils étaient c'était 4 éditions. Ou alors il y avait le groupe où était Jean-Denis Bonnard, tu sais, c'était le front, comment c'est, Ligne Rouge. C'était un groupe aussi, tu connais peut-être. Prolétaire Ligne Rouge. Ils ont fusionné avec le Prolétaire après. Prolétaire Ligne Rouge. Je sais pas. Enfin bon, je connaissais des copains, hein. Mais je veux dire, puis je connaissais j'étais assez pote avec des gens de révolution aussi, des gens ce qu'on appelait les Mao trotskistes. Il y avait plein de cadres, enfin il y avait beaucoup d'ouvriers, quoi, de communistes, quoi, qui étaient au PCR, quoi. Et moi j'ai assisté à des trucs incroyables. On avait récupéré, par exemple, avec, il y avait comment il s'appelle, le fameux cinéaste, là. Je suis parti avec lui, il a fait un film sur le PCR, c'était un grand cinéaste. Tu vois qui je veux dire? Yann Le Masson. Yann Le Masson. Alors, je travaillais avec... Alors, il était au PCR, lui. Et alors, justement, il quittait le PC, lui c'est un... Et alors, j'ai été avec lui dans le Nord, à Roubaix, tout ça, on était logés chez des ouvriers et tout. Ils avaient récupéré, le PCR avait récupéré toutes les cellules ouvrières du Nord, du PCF. C'était tout passé au PCR. J'ai assisté, moi, j'ai vu. C'est pas des blagues. Donc, et puis quand on a été à Liévin aussi, on avait récupéré le PCR avait récupéré tous les militants ouvriers, quoi. On a fait un meeting là où je jouais, il y avait 3000 mineurs, quoi, tu vois. Et moi je connaissais alors c'était un mouvement, le PCR était très ouvrier dans sa base, quoi. Et d'ailleurs là je rencontre de temps en temps, l'autre jour je vais à une poste, puis il y avait un mec derrière le guichet, il me dit tu me reconnais pas? J'ai dit non, ben, le PCR, tout ça. Là, il y avait c'était plus ce milieu-là qui avait que des. Alors, il y a chez les cadres, bon, je sais pas. Il y a une époque où on se posait des questions, c'est avant 68, ça. Il y avait des réflexions c'était dans le PCF surtout, et il y avait moi j'ai encore sur les titres des morceaux, sur les réflexions sur en musique, sur les morceaux, est-ce que c'est important le titre du morceau ou pas? Il y avait un tas de réflexions par rapport à ça, quoi. Et Pérec, il était très branché comme ça. Nous, on essayait de suivre des trucs, tu vois, un peu. On voyait ce que disaient les débats, et puis on essayait de... comment on pourrait dire? On était influencé par ça. Le Pérec aussi, après, il a changé. Mais Pérec, il était complètement dans ce truc-là, et puis après, il a changé dans ce qu'il écrit, tu vois. Il est devenu plus libre, quoi, comme moi, quoi.
il y a des points communs avec lui, là, justement. Et pour répondre un peu à ta question, c'est ça, quoi. Et je pense que c'est... Je suis pas complètement... Il y a eu aussi tous les débats sur l'art pour l'art à l'époque, tu vois, l'art pour l'art. Et puis, c'était dans le PCF, mais c'était aussi... Mao, il n'y a pas d'art au-dessus des classes, c'est le texte de Mao, là-dessus. Et bon, c'est tout un courant et qui nous intéressait, quoi. On dit, est-ce que c'est de ça, alors? C'est vrai que ça avait une influence sur moi, ça. C'est sur les titres. Maintenant, sur la pratique, non, parce que je faisais ce que je pouvais. Le concept de contradiction, c'est important aussi. Ça fait partie du bagage. Non, mais c'est important, oui. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'on voit... il y a un philosophe que j'aime bien, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais... Alors lui, il refuse complètement tout ça. C'est Deleuze. Deleuze et les contradictions, ça n'existe pas. Antidialectique, oui. Hein? C'est un auteur antidialectique, oui. Il n'aime pas la dialectique. Il est antidialectique, oui. Alors, moi, je suis... En plus, moi, je suis pas du tout... J'ai pas l'esprit scientifique trop. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec la philo aussi. Je lis beaucoup de philo parce que justement, j'ai du mal. Enfin, pas seulement Badiou, mais d'autres gens. Et ces histoires de dialectique et tout ça, tu vois, un se divise en deux, tout ça, c'est des choses qui sont pas évidentes à comprendre toujours quand tu es plongé devant une situation, si on peut dire. Quand c'est un truc purement... comment dirais-je, purement de l'esprit, quoi, ça va, mais quand tu commences il faut faire très attention à toutes ces choses. Et donc c'est les contradictions à résoudre, justement, ça pourrait être quoi? Ah ben les contradictions... Quand tu dis résoudre les contradictions à travers une forme musicale... Par rapport aux musiques? Oui, ben c'est ce que tu dis... Eh ben il y a des contradictions il y a plein de contradictions en musique. Il y a... Qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà au départ, il y a l'histoire de Guy d'Arezzo là, qui a découvert la gamme tempérée. Je ne sais pas si tu comprends ce que c'est. Si tu veux, normalement avant Guy d'Arezzo, ça remonte à... C'est juste avant Bach, là, tout ça. C'est un type qui a... Voilà. C'est que normalement avant, la musique, si tu veux, tu as deux systèmes. Tu as un système qui est construit sur les résonances, sur les harmoniques. C'est plutôt les hindous qui travaillent là-dessus. Tu joues un do, puis tu as les harmoniques au-dessus. Et puis il y a l'autre système que pourrait rapprocher des Chinois, qui construisent sur les quintes, l'intervalle. En gros, ça fait un escargot parce que ça ne se rejoint pas. Tu vois, c'est les quintes. Si tu veux. Alors le problème de la musique, c'est que les harmoniques ne se correspondent pas. C'est-à-dire quand tu as, par exemple, un la bémol qui a une harmonique de do, c'est pas le même la bémol que celui qui a une harmonique de fa. Il y a une petite différence. Donc, avant Guy d'Arezzo, ça c'est la grande découverte l'Occident peut se prévaloir de ça. On ne pouvait pas faire d'accord, parce qu'on était... Enfin, j'essaye d'être simple. Hein. C'est compliqué. Et alors, ici, là, il y a Guy d'Arezzo, si tu veux, je ne sais pas si vous comprendrez, entre le do et le ré, il y a do dièse ou ré bémol. Et dans la musique non tempérée, c'est la musique normale, quoi, qui existe presque plus maintenant, mais ça existe encore. Enfin bon. Do dièse ré bémol, il y a un comma de différence. Et le génie d'Arezzo, c'était d'avoir ramené le comma et de faire que do dièse ré bémol, c'était pareil. Ce qui fait que tu as pu avoir je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, c'est très clair. Et alors, ça, c'est une contradiction, parce qu'on joue sur des choses qui sont fausses, quoi. Tout est faux. Enfin, par rapport à l'acoustique et à ce que pensent les Chinois ou les Indiens. Enfin, je citais des exemples, mais il y a d'autres. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la musicologie quand même, mais je veux dire, c'est faux, quoi. Tout est construit sur Et dans la musique, il y a plein de trucs comme ça qui sont faux. Et puis, il y a plein de trucs... Il y a plein de trucs très idéologiques dans la musique. Il y a d'abord l'idée de la musique au départ, que c'est la musique des sphères, tout ça. Tu sais, la musique, c'était très important. Il y a même un type qui a écrit un bouquin au Moyen-Âge où il disait qu'il ne fallait pas laisser les musiciens faire de la musique parce que c'est uniquement les savants qui peuvent réfléchir à la musique et pas les musiciens. Il y a un titre, je ne sais plus comment ça va être. Parce que, bon, enfin, la musique, c'est goût. Alors, il y a des contradictions, ça en est une belle. Puis quand tu lis
des traités de musique, tu vois des choses énormes, quoi, des contradictions. Ça fait un vrai. Et en plus, il y a des contradictions à d'autres niveaux. Il y a des contradictions au niveau, par exemple, qui existe entre la musique, je sais pas moi, la musique classique et la musique populaire. Il y a des grandes contradictions. Alors ça, c'est une des contradictions que j'essaye de résoudre, justement. Tu vois. Et à mon avis, c'est construit, ça, c'est très... On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a... à mon avis, par exemple, on est complètement bouffé par ce que tu vois à la télé, ce que tu écoutes, les musiques, toute la musique musique commerciale, si tu veux. Ça détruit complètement toute liberté des auditeurs de pouvoir réfléchir, écouter un truc qui leur fait, tu vois. C'est uniquement idéologique. On écoute de la musique classique parce que c'est la musique classique. On écoute une chanson parce que ça, au moins, on comprend ce que c'est. Ou, tu vois, enfin, des conneries comme ça. Alors là, il y a des contradictions à résoudre. Et moi, je dis que, par exemple, normalement, je sais pas, comment ça s'appelle, le Pierrot lunaire de Schoenberg, ça devrait être une musique populaire, normalement. Quand tu écoutes ça, normalement, tout le monde devrait écouter ça comme ils écoutent, je sais pas quelle merde. Ça peut être très populaire, ça n'a rien c'est abscon. Et ça, voilà, je dis ça comme ça, c'est une des contradictions, quoi, par exemple. Et puis il y a d'autres niveaux, il y a des contradictions. Moi, je vois des contradictions partout.
résistant. Oui. Et puis vous vous êtes retrouvé à quitter la France quand tu étais À la Libération. ouais, à la Libération. Oui, mon père a été nommé en Afghanistan. Enfin, je sais pas, moi à l'époque j'avais 7 ans. Hein. De toute façon, moi les souvenirs que je dis, c'est avec, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que tu sais, les souvenirs, on raconte des trucs des fois, mais enfin là c'est vrai, j'avais 7 ans et la Libération, quoi. Et le gouvernement, je sais pas comment, l'a envoyé pour monter une faculté de médecine à Kaboul. Il fallait total à Kaboul. Et donc on est parti. Alors là, il y a toute une épopée juste après la guerre, c'est le voyage. Bon. Et puis voilà, je suis resté 18 mois là-bas. Et donc j'ai pas été à l'école tout le temps, quoi, c'est ça. Même quand j'étais en France, mon père voulait pas que j'aille à l'école parce que il avait peur que, je sais pas quoi. Alors, j'avais une grand-mère qui Il avait peur de quoi? Ben, à travers moi, qu'on il sache des choses sur lui ou je sais pas quoi. Tu vois. Pendant la résistance. Ouais, c'est ça. Enfin, il était résistant, il était pas en train de pas remonter par vous, mais il soignait enfin, il était médecin, tu vois, il était à l'hôpital d'Aix-en-Provence, quoi. Il soignait des gens, il était lié à ça, quoi. C'est la TP. Et alors, oui, alors donc j'ai eu des problèmes ça a été très dur pour moi. Alors, j'avais une grand-mère qui était une ancienne institutrice qui vivait avec nous, la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle. Et elle m'a appris à compter, à lire, tout ça, mais c'est tout. Et ta mère, donc, était chanteuse À l'opéra, oui. Ah oui, ma mère était chanteuse à l'opéra, mais elle a arrêté au moment de la guerre, là. Elle était très connue dans les années 30, enfin, très connue des milieux d'opéra. Elle n'a pas repris après? Non, elle n'a pas repris, mais elle faisait de la musique chez nous, quoi. Ça m'a beaucoup influencé, sûrement, ça, parce que toute la journée, la musique, elle chantait, puis elle jouait très bien du piano aussi. Ça m'a surtout marqué. Moi, j'y attachais pas tellement l'importance, mais parce que j'aimais pas trop la musique qu'elle chantait. Ça me branchait pas trop. Et donc c'est pas ça qui t'a... En fait, à mon avis, elle a eu une influence sur moi, surtout musicalement, mais je m'en suis rendu compte 40 ans après, quoi. Quand j'avais plus de 20 ans, tout ça, je me suis intéressé un peu. Messiaen aussi, beaucoup. Messiaen a une grande importance pour moi, musicalement. Ça, c'est parce que ma mère m'avait... J'ai fait beaucoup de solfège, parce que j'entendais pas bien. Et ça, de mon propre... Et puis j'ai fait un peu d'harmonie, et je connaissais... Et ma mère faisait de la musique avec une prof du conservatoire, qui était aussi la fille d'un musicien célèbre, quoi. Elle m'avait donné quelques cours, comme ça. Elle m'avait donné, je les ai encore, des livres de Messiaen. Peut-être que ça... Tu vois, elle pensait que ça pourrait m'intéresser, effectivement. Et ça m'a beaucoup intéressé, Messiaen. C'est marrant, c'est une vraie grande musique de bénitier, Messiaen, mais pour moi, c'est un musicien extraordinaire, quoi. Il y a des choses qui me... Je me suis aperçu en écoutant la messe de la Pentecôte, là, de Messiaen, que, en fait, moi, je jouais, c'est ce que je jouais un peu. Je jouais un peu ça, quoi, musicalement. Ça m'a marqué, quoi. En fait, la musique qui m'a marqué, c'est pas ce que j'ai étudié, c'est ce que j'ai entendu, plutôt. En Afghanistan aussi, j'avais entendu la musique des voisins qui jouaient de la musique afghane, quoi. Je me rappelle vaguement de ça, enfin, des choses comme ça. Alors, intercommunal, ça vient des Black Panthers. C'est que Newton, l'épée Newton, je ne sais plus qui, je crois que c'est lui, il disait que le Black Panther Party, c'était pas un parti noir, mais que c'était un parti qui défendait toutes les communautés qu'il y avait aux États-Unis, toutes les communautés opprimées. Et alors, il appelait ça l'intercommunal, quoi. Et donc, moi, je l'ai appris ça comme ça, parce qu'effectivement, dans l'orchestre, il y avait des Arabes, des Bretons, bon, enfin, tout ça, des Espagnols, bon. Et free dance music, justement, free dance, ça veut dire aussi, il y a le mot free dedans, quand même.
danse, c'est parce qu'on voulait faire que ça soit une musique qui danse, qui bouge un peu, même si c'était une danse libre. Et musique orchestrale, voilà. Il y a le projet aussi que ce soit un orchestre, donc, parce que tu as joué en solo aussi. Ah oui, c'était un orchestre, avec un répertoire adapté aux gens qui étaient là, quoi. Il y a la volonté de sortir de... Ça, c'est autre chose. Moi, je suis carrément iconoclaste. Moi, en réfléchissant comme ça, en partant de ce qui est... Moi, j'en suis arrivé à... qu'on peut jouer n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est... La seule chose qui est intéressante, c'est que ça signifie quelque chose pour toi. Et puis c'est d'y croire. Et c'est comme la peinture ou même l'écriture, ça peut être ça aussi, tu vois. Ce qui est important, c'est pas, il n'y a pas de règles. Les règles, c'est des gens qui en font pour pouvoir faire quelque chose, parce qu'il n'y avait pas de règles, ils ne pourraient rien faire, tu vois. Et tu vois ça, tu as l'illustration. Moi, j'ai entendu des Africains, par exemple, qui jouent sur un arc comme ça, où il y a deux cordes, tu vois, il y a deux noms, ils peuvent jouer 1 heure là-dessus, tu vois. Ils jouent des trucs, et bon, alors tu vois, c'est aussi intéressant, quand tu tombes sur des bons musiciens, c'est aussi intéressant d'écouter un mec qui joue de l'orgue ou du piano, tu vois, et puis c'est basé sur autre chose. Enfin, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et alors, moi, j'ai essayé de sortir, parce que quand j'ai commencé à faire du piano, j'osais pas. Je jouais la musique... tempéré, je jouais les accords, j'ai appris l'harmonie. Il n'était pas question de sortir de ça, tu vois. Je savais pas comment faire, quoi. Puis il y a des gens comme Ornette Coleman qui ont commencé à faire ça, quoi, à sortir tu vois, j'écoutais ça, et après, je me suis appuyé sur la musique sérielle de Schoenberg, tout ça. Parce que là, il sortait, lui. J'ai cherché plein de choses partout pour essayer de me libérer, quoi. Alors, le truc le plus important que j'ai fait, c'est les blues en si bémol, là. J'en ai fait plus de 1000, qui sont basés donc plein sont basés sur des séries de notes. C'est la musique sérielle, c'est, en gros, enfin, tu joues les 12 notes dans un ordre qui n'a rien à voir avec la tonalité ou l'harmonie. Ensuite, tu le joues à l'envers. Ensuite, tu retournes des intervalles. C'est-à-dire, si tu as Do-Mi, par exemple, eh ben, tu joues, ça c'est une tierce, le complément de la tierce c'est la sixte, donc tu joues do la, quoi, tu vois, do la, voilà. Alors tu vois, tu fais ça, puis après tu renverses. Alors tu as 4 fois 12 notes, et Schoenberg ou Webern surtout, c'est lui qui a été le plus loin là-dedans, il joue que ça, quoi. C'est-à-dire il joue jamais une autre note que celle qui doit venir là. Et donc toute la composition consiste à trouver une série au départ avec un intérêt sur les intervalles, c'est construit sur des intervalles. Donc comment dirais-je, tu choisis ça, et puis après tu choisis les rythmes, où tu peux, tu vois, mais tu n'as pas le droit de jouer une autre note que celle qui... C'est presque le lipo, ce truc-là. Et Schoenberg, il a inventé ça, quoi. Enfin, il y a des gens qui ont dû y penser avant, Webern surtout. Et alors moi, ça m'intéressait, ça, mais je voulais... C'est-à-dire, tout est dans le choix que tu fais des notes de série. Et Webern, par exemple, il cherche les notes qui font qu'on ne peut plus trouver de tonalité. C'est-à-dire qu'il trouve des intervalles où tu ne sais plus dans quel temps tu es. Alors que moi, par exemple, je cherche des trucs qui ressemblent au blues. Je prends des notes du blues, quoi, ou un truc précis, différent, mais je m'en fous d'être dans une tonalité ou pas. Mais ça me libère, quoi. Alors après, je trouve, par exemple, 6 notes. Et après, j'utilise les 6 autres et je me démerde pour savoir comment les utiliser. C'est-à-dire que c'est pas de l'invention spontanée comme, par exemple, il y a des gens qui sont maîtres dans la chanson, par exemple. Des gens, c'est génial, quoi. Il y a des chansons où il y a 3-4 notes, puis tu écoutes ça, c'est incroyable, quoi. Je sais pas, et c'est des gens, c'est pas du tout la même démarche, quoi. C'est très simple. Moi, je suis en admiration devant les gens qui sont simples comme ça et qui arrivent à faire des trucs, tu vois, comme, je sais pas, moi... Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, une contradiction, quand même, chez toi ? Bien sûr. Parce que j'aime bien les chansons aussi. Parce que tu aimes aussi beaucoup improviser et faire de la musique improvisée. Mais moi, ça m'a influencé. L'intérêt, c'est que moi, j'ai appris des thèmes. Après, ça change la mécanique. Parce que dans le piano, une chose qui m'intéresse le plus, c'est les gestes aussi. Les gestes.
Alors quand tu joues, tu vois les pianistes de blues, ils ont des gestes communs, quoi. Les autres, je sais pas, les gens qui jouent du Liszt, c'est pas les mêmes gestes. Voilà. Ouais, c'est très important les gestes. Quand tu vois les grands pianistes, ils ont des trucs, je sais pas moi. Chico Marx. Oui, alors c'est marrant parce que moi j'adore Martha Argerich, tu vois. Il y a les trucs de Martha Argerich à la télé là. J'adore. Et alors, il y a des morceaux, même de Beethoven, où elle joue comme Chico Marx. Elle fait ça, hop, tu vois, elle fait les mêmes gestes, quoi. C'est très rigolo. Alors les gestes, c'est important. Alors le fait d'utiliser les séries, ça m'oblige à jouer autrement. C'est-à-dire, la musique improvisée, ça vient... Ce qu'il faut, c'est arriver à plus savoir ce que tu joues. Si tu improvises vraiment, tu ne réfléchis pas à ce que tu joues, tu joues. Ça sort. Et ça vient de ce que tu as fait avant. Donc là, ça t'oriente l'improvisation vers des choses, tu vois, différentes. C'est ça, pour ça que je fais. L'enjeu, c'est de se libérer de l'apprentissage musical. Oui, là, aussi des clichés, enfin, pour en créer d'autres d'ailleurs, mais je veux dire, tu sors des clichés, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, quand j'écoute, il y a plein de musiciens de jazz, je me fais chier, quoi, parce que ils sortent des clichés, à me dire, ah oui, ça c'est Coltrane en 2004, ça c'est machin, ça c'est... Tu vois, ou alors ils ont... Tu vois, c'est... Alors pour arriver à sortir de ça, il faut arriver à une situation... Enfin, moi, c'est mon idée, hein, ce que je suis arrivé à peu près. Je peux jouer sans savoir ce que je joue, même des accords, des trucs. Ça me vient sous les doigts et c'est même pas moi qui réfléchis à ça, tu vois. D'accord. Ça, c'était une série de choses, je n'ai même pas réfléchi à ce que j'ai joué, mais il faut arriver à jouer comme ça, et évidemment, il faut avoir... c'est tout un travail, quoi. C'est toute une vie de musicien, par exemple. Parce que la plupart des gens qui ne connaissent pas grand-chose, ils sortent des clichés où ils jouent des trucs. Tandis que ça, c'est différent. C'est-à-dire, c'est ça qui est fascinant, c'est arriver quelque part. C'est ça qui m'intéresse dans la musique, c'est arriver à des choses que tu n'imagines pas, quoi. Et moi, ça m'intéressait d'apprendre des musiques. Par exemple, j'ai appris à jouer la gavotte des montagnes en Bretagne, c'est comme ça, quoi. Ça m'intéressait. Ou le tango avec Isabelle, là, ça m'intéressait. Ou jouer certains thèmes de Monk, par exemple. Il faut vraiment les jouer comme lui, quoi. Il y a plein de gens qui... Moi, je ne suis pas tellement d'accord qu'il les joue, mais c'est pas... Lui, il a une façon de jouer. Moi, j'ai un peu cette façon de jouer, parce que j'ai appris en regardant jouer Monk et Bud Powell. Moi, je les ai regardés jouer. J'ai appris comme ça, quoi. Donc j'ai un peu la même technique qu'eux, quoi. Surtout Monk plus. Mais Quand tu dis en regardant, c'est vraiment en regardant les gestes. Oui, tu regardes les gestes, Monk. Tu regardes, tu comprends les trucs. Sans ça, tu peux pas le jouer. Si tu prends une technique classique pour jouer... Je me rappelle, Alain Jean-Marie, une fois, il disait c'est vachement dur à jouer ça. Et je dis non, ça vient sous les doigts. Pourquoi? Parce que c'est une façon de jouer, quoi. Parce qu'il y a des choses qui... Si tu veux un musicien qui a appris à jouer du piano comme selon les méthodes classiques, il vient sous les doigts des choses qui viennent de là, mais il ne peut pas jouer. Il faut qu'il détruise ça. Il y a un type qui... Tu connais Bex, là, Emmanuel Bex, le pianiste, non? Ah, lui, il était... Enfin, il joue de l'orgue maintenant, mais il jouait... J'ai connu quand il débutait, il sortait du conservatoire, il jouait vachement bien du piano. Mais il était malade parce qu'il trouvait qu'il jouait pas bien, il voulait faire du jazz. Il regrettait d'avoir presque appris le piano.
l'intercommunal, moi, d'abord, je jouais de la musique traditionnelle bretonne. Hein. Dans le Diaoulé d'Armenès, j'ai joué presque pendant 1 an avec eux. J'allais en stop avec un clavier, je me rappelle, jouer dans les Fesnos là-bas. Et après, il disait, mais pourquoi tu joues ça? Pourquoi tu joues pas ta musique? Tout ça. Il me connaissait un peu. Il m'avait connu, il ne me connaissait pas au début, il ne savait pas qui j'étais. Et puis, après, ils ont dit, nous, on aimerait bien faire autre chose, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils le disaient, mais j'ai senti, puis j'ai eu envie de pas lâcher ce que je faisais avant. Tu vois, moi, je lâche rien, je renie rien de ce que j'ai fait. Et donc, je me suis dit, puis j'avais cette réflexion que j'avais eue à un festival d'Avignon une fois. J'avais passé, je ne sais plus combien de temps à Avignon, là, j'en pouvais plus, tu vois, le festival d'Avignon, on jouait tous les jours, là, je sais pas quoi. Puis j'avais été dans une fête, puis j'avais entendu un orchestre qui jouait de la musique de bal, quoi. J'ai dit, putain, c'est vachement mieux ça que ce qu'on fait, nous, c'est moins chiant. Tu jouais quoi à Avignon? Ah ben, on avait joué La prise de la montagne du Tigre. Opéra à thème révolutionnaire contemporain, opéra pékin. Oui, on avait joué ça à notre façon. Mais complètement. Mais je me dis, putain, on se fait chier à faire ça tous les soirs. Là. C'est vachement plus. Alors, j'ai une espèce de réflexion comme ça, puis aussi d'écouter de la musique dans les cafés ici des Arabes. Parce qu'à l'époque, là, il y a. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, maintenant tout le monde connaît la musique africaine. Il y a ça dans tous les bacs, ou la musique arabe, mais à l'époque, non. À l'époque, tu ne pouvais pas écouter la musique africaine, il n'y avait pas. Et moi, ça m'intéressait, alors tu vois, c'est là que j'ai pris Adolphe et Jomaka, quoi, qui jouaient du jazz aussi. Et puis il y a Game aussi qui jouait des percussions, et puis qui jouait de la musique arabe, quoi. Et puis on n'a pas été avec Game en Bretagne, mais avec Adolphe, oui. Et avec Joe aussi, et on jouait avec des sonneurs. Alors j'avais composé des gavottes qui étaient... Eux, ils ne pouvaient pas vraiment improviser au début, mais ils ont improvisé un peu. Mais maintenant, ça a changé. Hein. En Bretagne, tu as des mecs qui font de la musique avec des instruments traditionnels. Ça a complètement changé. Mais à l'époque, dans les années 60, à la fin des années 60, nous, on était... Le disque dont tu parlais, là... Après la marée noire. Ah ben ça, c'était un disque culte, quoi, parce qu'il n'y avait rien de tel avant. Puis c'est pas de la world music, tu vois, c'est autre chose. Après, on nous assimilait à la world music, pas du tout. Nous, la world music, c'est un truc commercial, en fait. C'est un truc pour essayer d'avoir plus de monde. On met des gens différents comme ça. On met des Pakistanais, des Sénégalais, et puis je sais pas quoi, des genres de pipe band écossais, et puis tout. Et puis comme ça, on dit, ben, on va avoir la clientèle des Écossais, des Pakistanais, des trucs. Voilà le genre de track qu'on faisait. Ah, vous faisiez les tracts? Oui. Fanfare bolchevique de Prades-le-Lez. La rue, terrain privilégié de la fanfare, mémoire des luttes et des victoires populaires, à ne pas perdre, retrouver, recréer, revivre, amplifier l'expression populaire, refuser le dressage de la culture bourgeoise, l'heure est à la lutte, préparons les fêtes à venir. Ça, c'était votre mot d'ordre. Préparons les fêtes à venir. Fanfare bolchevique, association. Mais ça correspondait, ce qu'on écrivait, ça correspondait aux endroits où on jouait et aux raisons pour lesquelles on jouait. La fanfare interprète les chants révolutionnaires ouvriers, paysans, internationaux. Elle recherche et intègre les musiques populaires basées sur la danse et la vie quotidienne. Avant l'intercommunal, quand même, quelles sont les étapes dont tu te souviens, si tu arrives à te remettre un peu dans la perspective qui était la tienne à ce moment-là, ou le regard que tu en as aujourd'hui, après tout. Mais quelles sont les étapes qui t'ont marqué entre Free Jazz et la prise d'assaut de la montagne du Tigre? Parce qu'on sent quand même qu'il y a une thématique où au moins les titres, les objets musicaux se politisent de façon de plus en plus intensive. Il y a les pianos d'Azibao et la prise d'assaut de la montagne du Tigre, c'est... c'était un choix comme ça pour... oui. C'est un opéra de Pékin à thème révolutionnaire contemporain, c'est-à-dire c'est un peu le sujet de la révolution culturelle au départ. Oui, c'est vrai, oui, mais oui, c'était un peu pour ça qu'on... Mais c'est très idéologique tout ça, c'est pas... c'était un moyen de... Enfin bon... Je
je sais pas comment te dire, c'est compliqué parce que... Alors, ce qu'il y a, c'est je fais hurler Isabelle quand on travaille parce que je lui dis qu'il n'y a aucun rapport entre le texte et la musique, entre la littérature et la musique. Et c'est pour ça qu'il faut, par exemple, alors elle dit, mais si, la musique, ça suit la chanson, tout ça. Enfin, on a des grands débats là-dessus, ça chauffe. Mais moi, je serais partisan que les choses se passent parallèlement, tu vois, avec une idée commune. Et ça, c'est une chose. Ensuite, la façon dont on utilise un matériau musical, ça peut avoir un sens idéologique, mais tu vois, je me rappelle quand on jouait au meeting du PCR au début, on jouait l'international avec la fanfare bolchevique, là. Et là, ils n'étaient pas contents parce qu'il y en avait qui étaient un peu sectaires là-dedans. Ils disaient, ouais, mais vous jouez ça, c'est une samba ou un rumba, c'est pas ça l'international, tu vois, je veux dire. Alors on avait des grands débats là-dessus. Je disais, mais si, mais pourquoi pas Et alors je citais comme exemple, par exemple, que au début à Cuba, là, dans les premiers de libération, les Chinois, ils leur avaient envoyé des trompettes chinoises. Tu sais, les trompettes chinoises, c'est comme les bombardes. Et ils jouaient l'international là-dessus, et ça bougeait comme ça, tu vois. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on utilise... Je leur donnais ça comme argument, en disant, pourquoi est-ce qu'on jouerait l'international comme les mineurs de 1892 dans les meetings, tu vois. Il n'y a pas de raison. Il faut voir pourquoi on joue l'international. Alors évidemment, on peut l'édulcorer, le tourner en ridicule. J'ai fait un gros travail comme ça sur la Marseillaise aussi, à un moment. J'ai fait une musique de film là, sur quand le drapeau rouge flottait sur la cathédrale, ça s'appelle. Tu connais, non? Non. C'est un documentaire qu'il y a eu, parce que à la fin de la guerre de 14-18, il y a en fait, l'Alsace était allemande à l'époque. Et ils avaient envoyé tous les marins de la Baltique, là, c'était en fait des Alsaciens. Puis c'était l'époque où il y a eu Rosa Luxembourg et tout ça. Et les mecs sont venus et ils ont pris le pouvoir. Il y a eu, pendant 10 jours, il y a eu un pouvoir révolutionnaire, des conseillers ouvriers. Et vraiment, il n'y avait plus rien d'autre, quoi. Et alors, il a fait un film, un documentaire là-dessus. Qui C'est Jean-Noël Delamarre, tu sais. Et alors, moi, j'ai pris Oki à la trompette et Hélène basse. Et je leur faisais jouer, Oki, je lui ai joué des extraits des chants parce que Oki ou des petits bouts comme ça, et puis j'ai fait les petits bouts, j'ai fait les collages. Et c'est marrant parce qu'Oki, les Japonais, tu vois, alors il fait jouer sans brémeuse, un trompettiste japonais, c'est rigolo.
j'ai quand même l'impression qu'il y a un moment, voilà, il y a tes deux premiers disques, le nouveau Free Jazz, le nouveau jazz, et puis il y a un moment où même les titres témoignent d'une préoccupation qui est moins interne au chant du jazz et à la musique, mais qui veut ouvrir vers la politique. C'est Piano d'Azibao, puis ensuite tu fais, même s'il n'y a pas de disque de ça, donc La prise d'assaut de la montagne du Tigre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et j'ai l'impression que c'est quand même après 68, Oui. où il y a un tournant où ton free jazz se politise. Et puis, ce que tu nous as décrit après, c'est le moment où tu en as marre du free jazz, parce que tu as plus envie que les gens puissent danser. Oui, mais c'est une réflexion comme ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, c'est juste des impressions, quoi. Puis en plus, moi, j'agis pas tellement d'une façon idéologique. Ça te fait rire quand je te dis je fais ce que je peux, c'est vraiment ça, quoi. En plus, c'est vrai, j'élargirais ça même à la Révolution. Tu fais pas la révolution s'il n'y a pas la révolution. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un individu qui fait la révolution. Tu participes à une chose parce qu'elle arrive. Je sais pas moi, les mecs qui sont morts en Tunisie, là, une semaine avant, tu leur as dit qu'ils allaient faire la révolution. Ils t'auraient regardé comme... Ils cherchaient pas à faire la révolution. Tu te trouves dans une situation où tu fais quelque chose parce que c'est comme ça. Tu es engagé dans un truc. Et tu soutiens ou pas, ou tu vas, tu vois, ou tu es partie prenante ou pas. Moi, je vois plutôt les choses comme ça, tu vois, comme une théorie. Pour ça que je me méfie un peu souvent des théoriciens, quoi, qui disent, ouais, on va faire l'évolution aujourd'hui, mais on va construire ça, on va faire ça comme ça, comme ça. Moi, je crois que les choses ne marchent pas comme ça. Quand tu vois comment, si tu relis le mouvement révolutionnaire depuis je sais pas combien de temps, tu aperçois que les choses, ça marche pas forcément comme on le dit, quoi. C'est parce qu'il y a des situations qui sont comme ça. Moi, je crois beaucoup au hasard, par exemple, ce qui est une chose qui peut paraître contre-révolutionnaire, mais qui ne l'est pas autant que ça. C'est réaliste. Il y a aussi l'analyse concrète d'une situation concrète de Lénine qui dit qu'il faut vraiment analyser les choses, tu vois. Tu dis, si tu penses pas qu'il y a un hasard, tu vois, tu peux pas analyser vraiment. On cache, tu sais, dans toutes les analyses qu'il y a, que ce soit la Commune de Paris ou la Révolution de 17, n'importe quoi, la façon dont on décrit ça, il n'y a pas tout là-dedans. Il y a des parts de hasard dans la Révolution de 17, tu vois. Il y a des parts de... C'est l'histoire de Waterloo, là. Si c'était Blücher, Grouchy qui arrivait, non, c'était Blücher, tu sais, il a perdu la bataille. On dit ça, ben alors ça c'est une anecdote qui est peut-être fausse d'ailleurs, mais il y a une part de hasard quand même là qui est dite là-dedans, tu vois. Et ça change la face du monde des fois, le hasard, tu vois, c'est vraiment... Moi je crois beaucoup au hasard, et en musique aussi, je crois beaucoup au hasard. Je sais pas. Et en musique, ça se passe comment, le hasard? Ben, t'as qu'à lire Cage, tu verras, John Cage. Ben, le hasard, c'est... Ben, le truc de Cage, c'est que lui dit, voilà, quelle est la musique que vous préférez? Alors il habite au 4e étage à Manhattan, il ouvre ses fenêtres, il dit, écoutez, puis on entend les bruits dehors. Et voilà. Parce que chez toi, le hasard, il est drôlement organisé quand même. Ah ben moi, oui, c'est une... Oui, mais il existe. Ben justement, je lutte en même temps contre le hasard. Parce qu'il est évident que si tu veux changer les choses, il ne faut pas te fier uniquement au hasard. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il existe, quoi, c'est tout. Évidemment, si tu laisses le faire le hasard, tu n'arrives jamais à rien, quoi, c'est sûr. On verra bien, tu dis. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre la caserne de la Moncada? On verra bien. Faut pas déconner. Il y a hasard, enfin bon. Mais le hasard, on ne fait pas assez gaffe à ça, je trouve. Puis le free jazz, en plus, c'est un mot qui est ambigu, quoi. Tu vois, Alors justement, toi, tu l'investis de quoi? T'es le premier en France à avoir... Pour moi, c'est l'histoire du jazz, le free jazz. Si on peut trouver une définition, c'est le jazz, c'est un mouvement musical, si tu veux. Comme, je sais pas, l'impressionnisme, enfin, c'est très loin de l'impressionnisme, mais tu vois, c'est un mouvement. Tu peux pas dire au peintre, mais à quel moment vous êtes devenu impressionniste, tu vois? Vous avez abandonné l'impressionnisme, tu vois?
Ce que je veux dire, c'est le free jazz, c'est un truc qui est né dans les années 60 à New York, quoi. Le free jazz. Et qui est mort ou qui vit toujours? Ah ben tu vas à New York, il y a des mecs qui jouent exactement pareil. C'est un peu désolant d'ailleurs souvent. Pourquoi c'est désolant? Ben parce que c'est chiant. C'est-à-dire qu'ils jouent la même chose que jouent les autres, au lieu de faire autre chose, quoi. Je veux dire. Parce que ça. Donc tu penses que c'est obsolète? Non, il y a des gens, ils aiment ça. Mais je veux dire, ça n'apporte pas. Ce qui est de toute façon, dans toutes les créations, qu'elles soient picturales, littéraires ou musicales, ce qui a de la valeur, c'est les choses qui sont à l'origine des choses. C'est les premiers produits. Et après, tout ce qui découle, ça peut être intéressant, mais ça. Hein, c'est pas. Non, enfin, c'est pas. Tu vois, c'est ce qui a de la valeur, ce qui a de l'intérêt. Pas si on peut plutôt que valeur ou intérêt. Il y a la forme du blues, que je connais bien, que je développe. C'est-à-dire, j'ai même été très loin. Tiens, je peux même montrer des trucs. C'est l'obsession du chiffre 12 aussi, tu vois. C'est-à-dire, le bluesfed, c'est ça. C'est des. Parce que dans le blues, ça a 12 mesures, tu vois. Et tu utilises 12 sons. Enfin, il y a un tas de trucs comme ça. Et donc, il y a une forme. En plus, quand tu apprends à jouer du jazz, au début, quand tu joues du bebop, tout ça, tu assimiles, tu as en toi des automatismes qui se créent, où tu peux arriver à penser sur 8 mesures, sur 4 mesures, et justement sur 12 mesures. C'est-à-dire sans réfléchir, je m'en suis aperçu en réécoutant le nouveau jazz, je joue librement, et j'ai composé un morceau qui s'appelle Dialogue, je crois, c'est ça, où c'est une espèce d'anatole, comme on dit. L'anatole, c'est une forme musicale, mais c'est-à-dire il y a 8 mesures, et puis il y a un pont de 8 mesures, et puis 8 mesures, tu vois, A, B, A, et ça fait 32 mesures, oui. Et alors, après, on improvise sans tenir compte de ça, quoi. On joue librement. Et là, je me suis aperçu en écoutant que moi, mon solo de piano, il était exactement de 32 mesures. Et j'avais pas voulu, parce que c'est un automatisme. Quand tu crées un truc, il y a un automatisme qui vient et qui fait que tu tombes dans des trucs. Alors, ce qui m'intéresse dans le blues, c'est ça, d'une part, ces espèces d'automatismes que tu as, et ces espèces de rapports entre le premier, le quatrième et le cinquième degré de la gamme, si tu veux, mais que tu détruis ou pas et tout. Et puis, il y a aussi l'aspect, comment pourrais-je dire, c'est pas idéologique, c'est l'aspect, dans les musiques, il y a un esprit, c'est l'aspect spirituel, j'ai employé ce mot-là. C'est l'aspect spirituel des choses. Le tango, ça a un côté spirituel. Le flamenco, il y a un esprit, tu vois, du flamenco. Et dans le blues, il y a un esprit du blues. Et moi, je tiens beaucoup à cette chose-là. Et donc, voilà. Tu saurais dire ce que c'est, cet esprit du blues? C'est une façon de vivre. Ça vient d'une façon de vivre des Noirs américains avant la fin de l'apartheid, là, tu vois. Ils ont une façon de... C'est ce que tu vois dans les paroles, quoi, tu vois. Puis en même temps, cette façon de parler en dansant, je sais pas comment dire, c'est le swing, tout ça. J'aime bien cette musique-là aussi, hein, faut pas dire. Hein. Moi, c'est ma culture, ça, plus que les classiques de ma mère. C'est ma culture, j'ai passé mon temps à écouter tout ça. J'écoute pratiquement plus rien, d'ailleurs, maintenant, mais j'écoute pas beaucoup. Enfin, j'essaye, parce qu'on me file plein de disques, il y en a plein que j'ai pas écouté, d'ailleurs. Mais je veux dire, moi, c'est ma culture, c'est ça, quoi. Puis c'est surtout une époque, par exemple, il y a aussi une époque, par exemple, la période de Otis Redding, Aretha Franklin, tout ça. C'est des choses que j'aime beaucoup, quoi, qui me marquent, quoi. Ou, je sais pas, ou Bessie Smith.